Aujourd'hui, on va parler d'un sujet plutôt difficile, délicat. On va parler immigration clandestine et on va s'entretenir surtout avec une personne qui est en situation irrégulière et qui est donc un clandestin. CQFD, c'est aujourd'hui, c'est tout de suite, c'est sur Kwezi et c'est Ibrahim Mohamed qui s'y colle. Ibrahim, bonjour. Bonjour, Monsieur Patrick. Merci déjà d'être là avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Merci de vouloir témoigner de votre histoire entre les Comores, Mayotte, cette traversée qui vous a marqué. On a travaillé, préparé cette émission. Vous m'avez déjà raconté cette histoire. Votre vie ici. Mais avant de commencer de parler de tout ça, je voudrais juste savoir, Ibrahim, pourquoi vous avez accepté de répondre à nos questions. Pourquoi vous acceptez aujourd'hui de parler devant une caméra à visage découvert alors que vous êtes ce qu'on appelle ici un clandestin. Merci, Monsieur Patrick, de me choisir pour répondre à vos questions. Pour répondre à ta question, Oui. J'ai accepté de répondre à vos questions parce que, bon, c'est vrai, je suis clandestin, mais les Mahorais ne sont pas mes ennemis. Hein, vous n'êtes pas mes ennemis. L'État, la police, le LAPAF, ils ne sont pas mes ennemis. Donc j'ai accepté de venir ici en plein jour pour répondre à vos questions, témoigner ce que je vis. Ouais. On va commencer tout de suite avec, on va faire comme pour la préparation de l'émission. On se disait on est devant des gens qui nous regardent et on dit la vérité, on ne triche pas, on ne ment pas, on se dit Ibrahim, tu es grand Comorien. Tu es en situation irrégulière à Mayotte depuis bientôt 2 ans. Tu te rappelles le moment où tu as décidé de quitter ta famille, c'est-à-dire ta femme, tes enfants, pour venir à Mayotte? Tu te rappelles de ce moment-là? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu as dit « il faut que je parte à Mayotte » ? Ce sont des moments très très durs pour moi, hein, que si je me rappelle de ces moments-là, ça me fait peine. En tout cas, bon, je me rappelle très bien, lorsque j'ai pris la décision de prendre le risque, c'était pas facile de prendre cette décision, mais je l'ai pris parce que je n'avais pas une autre choix. Je n'avais pas le choix. J'ai pris la décision. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est la vie aux Comores qui est très difficile. C'est la vie aux Comores qui fait à ce que les gens se fuient du pays. C'est la vie aux Comores qui fait à ce que les gens prennent le risque de traverser toutes ces mers-là, depuis Moroni, Anjouan, et puis d'Anjouan à Mayotte. Ouais. Donc c'est pour une vie donc difficile aux Comores, si j'ai bien compris, y compris pour gagner sa vie et nourrir sa famille. C'est si difficile que ça? Il y a plein de gens qui vivent aux Comores et qui n'ont pas de problème pour nourrir la famille. Oui, Monsieur Patrick, tu dois savoir que laisser sa famille, prendre le risque pour venir ici, c'est pour seulement une seule raison. Gagner une meilleure. Ce n'est pas gagner une vie, c'est gagner une meilleure vie. Et tout le monde a besoin de ça. Alors explique-nous, comment ça s'est passé, ta décision, on a compris, un jour tu la prends, tu décides de rejoindre Mayotte. Comment tu t'y prends? Tu sais comment il faut faire? Tu te renseignes? Comment ça se passe ce jour-là pour partir? Qui tu contactes? Normalement, j'ai contacté personne après avoir pris la décision. J'ai seulement pris le bateau de Moroni en juin. Parce que c'est à partir d'en juin que tu voyages. Donc tes contacts, tu les prends quand tu es à Anjouan, pas à Moroni. J'ai pris un seul contact lorsque j'étais à Moroni. Oui. Je suis venu à Anjouan, j'ai trouvé le contact
et puis je suis parti. D'accord. Ce voyage, quand tu as trouvé ce contact à Anjouan, il a fallu l'organiser. Tu es parti avec des bagages, tu es parti avec. Il a fallu payer ce voyage. Comment ça se passe, les négociations avec cette personne à Anjouan qui t'a permis de faire ce voyage? Les négociations sont... Il n'y a pas de négociations à faire, normalement. Il y a un prix fixé, Combien? 500 euros. 500 euros, c'est le prix de la traversée. C'est le prix de la traversée. Des fois, quand tu n'as pas les 500 euros, c'est là où il y a des négociations pour dire que j'ai 150, j'ai 200, j'ai même 100. Ils peuvent accepter comme ils peuvent dire non. Ouais. Et si jamais ils acceptent, ce qui a été ton cas, parce que je crois que tu as payé 300 euros pour venir, du coup, ils chargent encore plus le Kwassa. Il y a encore plus de monde dans le Kwassa. Oui. Tu te rappelles de ce moment où tu étais sur la plage, une des plages d'Anjouan, parce qu'on n'est pas là pour faire de la délation ni quoi que ce soit, on est juste là pour essayer de comprendre ton cheminement. Ce moment où tu es sur la plage et tu découvres le Kwassa et le nombre de personnes qu'il y a dans ce Kwassa. Tu peux nous raconter, tu peux nous parler de ce moment-là? Ça fait peur, monsieur Patrick. Le moins tu payes, le plus de personnes dans le bateau. C'est vrai, j'ai payé 300 euros, mais j'ai trouvé 37 personnes. Combien? 37 personnes dans le bateau. 37 personnes. Ce qui m'a fait totalement peur. Jusqu'à ce que j'ai pensé à retourner à Moroni. 37 personnes dans un bateau, tous les bagages de toutes ces personnes-là, de ces gens-là, dans un autre bateau. D'accord. Les bagages dans un bateau, les personnes, les 37 personnes dans un autre Kwassa. Dans un autre Kwassa. Arrivé en pleine mer, le bateau avec les bagages s'est retourné à Anjouan. Pourquoi? Je ne sais pas. Ce sont des décisions des passeurs. ouais, voilà. Donc toi, tu es dans ce bateau avec 37 personnes. Tu quittes Anjouan, donc tu prends la décision de partir, même si à un moment donné tu hésites, mais tu prends quand même la décision de partir. Oui. Juste avant de partir, est-ce que tu te rappelles de la discussion que tu as eue avec ta femme et tes enfants? C'est-à-dire, je pars. Est-ce que là, il y a un moment compliqué, j'imagine? Bien sûr qu'il y avait des moments, pas seulement un moment comme il y avait des moments compliqués parce que ce sont des petits-enfants. Prendre cette décision, accepter, dire à papa au revoir. Papa, tu vas prendre le risque, mais au revoir. C'est pas facile. Mais c'est plus difficile aussi à une femme qui voit son mari partir pour prendre un tel risque. C'est Pour pas nourrir sa famille? Comment? Pour nourrir la famille. Pour nourrir, et seulement pour nourrir la famille. Donc, on revient, tu as pris ce Kwassa avec 37 personnes, tu es au milieu de la mer. Comment se passe la traversée? Monsieur Patrick, depuis que j'ai quitté Anjouan jusqu'à ce que j'arrive à Mayotte, je n'ai pas parlé un seul mot. Pourquoi? C'est à cause de la peur qui était à l'intérieur. Je n'ai pas prononcé un seul mot parce que j'avais peur. Le seul mot que j'avais avec moi, Ya Allah. Ya Allah. Parce que tu arrives à des moments où les vagues viennent de quatre côtés. Tu vois le bateau voler comme ça, comme un oiseau. Et pour revenir sur l'eau, ça fait mal. Ça fait mal. Des fois, tu ne penses pas à toi-même, mais tu penses aux bakoko qui sont à l'intérieur, Au grand-père. Hein? au grand-père. Tu penses aux malades qui sont à l'intérieur. Tu penses aux petits-enfants qui sont à l'intérieur, qui pleurent. Et tout ça, bon, laisse-moi dire, c'est difficile. C'est très difficile. Mais on peut imaginer facilement. Ce voyage, tu dis, c'est difficile. Le bateau avec la houle. Donc on imagine, effectivement, on monte, descend. Tu me disais lors de la préparation que tout le monde avait été malade dans le bateau? Dans le bateau, il y avait des gens malades, il y avait des blessés, il y avait des vieux, oui. Et il y avait aussi des gens qui ont vomi, tu me disais. Tout le monde vomissait dans le bateau? Oui. Alhamdoulilah, moi, je n'ai pas vomi. Oui. Mais à 95% des gens, ils ont vomi. Donc on imagine la scène, c'est-à-dire qu'on est sur un bateau, un Kwassa, qui traverse
avec à bord 37 personnes, le bateau qui monte et qui descend, et tout le monde vomit. Ça crie sur le bateau. Ça crie. Ça crie. Et il faut aussi imaginer, lorsqu'on vomit, mais on n'a rien à manger, on n'a rien à boire, le ventre reste vide avec des couscous, Des secousses. avec des secousses, oui, c'est pas du tout facile. Et vous arrivez, à un moment donné, vous traversez cette phase, cette étape compliquée des vagues, tout le monde arrive entier, et tu commences à apercevoir Mayotte. Tu n'es pas encore arrivé sur la plage, mais tu vois Mayotte. Tu vois en fait Msamboro. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Je me disais deux choses. Alhamdulillah, Alhamdulillah, on va y arriver. Mais l'autre chose qui s'opposait à ce que je disais, si on ne nous attrape pas, Qui la gendarmerie maritime, la PAF, parce que si jamais ils nous attrapent, là on ne va pas. Bien sûr. Et là, l'argent que tu as mis, il était perdu. Perdu. L'argent que tu as mis est perdu. Après avoir retourné en juin, tu dois repayer encore pour venir à Mayotte. Est-ce que la police anjouanaise, si jamais tu étais pris par la PAF à ce moment-là, et qu'elle te renvoie à Anjouan, est-ce que la police te sanctionne? Est-ce que tu es puni par la police d'Anjouanaise? Là, je ne sais pas parce qu'on ne m'a jamais renvoyé. Oui, c'est clair. Ça peut se comprendre. Donc tu arrives maintenant sur la plage à Msamboro. Donc là, il y a 37 personnes qui sortent d'un kwassa et qui vont sur la plage. Où vont ces 37 personnes? Oh, ces 37 personnes, après avoir laissé la plage derrière, tout le monde se demande où aller maintenant. Donc on entre dans les différents champs. Oui. On grimpe les montagnes juste pour se sauver. Et les gens s'éparpillent ou tout le monde reste ensemble? Non, nous étions ensemble. Les 37 ensemble? Les 37 personnes, nous étions ensemble. Nous sommes entrés dans un champ. Nous avons trouvé un grand homme de à peu près 60 ans qui était dans son champ. Un Comorien, un Maoré? Et c'était Maoré. Un Maoré, d'accord. Il nous a bien reçus. Oui. Merci Dieu et merci à lui. Là où il est, j'espère qu'il nous regarde. Il nous a donné à manger. Mais vous le connaissiez? Non. Il nous a donné à manger et il nous a conseillé de rester dans son champ jusqu'à l'après-midi. Pourquoi? Parce que si jamais c'était à 7 heures du matin, si jamais nous sortons, la gendarmerie va nous attraper. Donc vous vous cachez, les 37 personnes dans ce champ, et vous attendez qu'une heure plus propice, plus facile pour vous, pour pouvoir sortir de ce champ. Il est quelle heure quand vous sortez de ce champ? Il était à 16 heures. 16 heures. Vous sortez de ce champ, et là vous allez où? Bon, chacun connaissait quelqu'un. Quelque part, il y a ceux qui avaient des numéros de téléphone de ses proches. Moi, j'avais un seul numéro. Malgré mon téléphone la batterie était morte, je n'ai pas pu trouver ce numéro-là. J'ai seulement demandé de me déposer à Mamoudzou. Mais qui te dépose à Mamoudzou? Vous sortez de la forêt? Monsieur Patrick, il y a des choses que je ne pense pas que tu vas comprendre. Il y a des gens qui dorment ici à Mayotte et qui font de l'argent. Il y a des taxis spéciales pour récupérer les gens qui viennent avec les kwassas. Et chaque tête doit payer 50 euros. 50 euros 50 par euros. personne Ouais. pour vous amener de Msamboro Oui. à Mamoudzou. Oui. Et ces taxis, vous avez les téléphones avant de partir déjà de ces gens-là? Non, ce n'est pas nous qui appelons ces taxis-là. Il y a des connexions Entre les passeurs? entre les bateaux, Oui, les agences des bateaux oui. hein, et ces taxis-là. D'accord. Donc il y a quand même ce qu'on appelle un réseau. C'est un réseau. Ce n'est pas un réseau. Ce sont des réseaux. Des réseaux. Donc vous sortez
donc de la forêt, et vous prenez des taxis prévus pour ça. Oui. Il y a combien de taxis en tout? Parce que si vous êtes 37, c'est une quantité énorme de taxis, c'est au moins 10 taxis. Oui, 37 personnes, Monsieur Patrick. Il y a des taxis qui prennent 7 personnes, il y a d'autres à 4, il y a d'autres et c'est comme ça qu'on a quitté cette forêt-là. Et donc, pourquoi tu demandes à venir à Mamoudzou? Tu connaissais des gens ici? On m'avait dit qu'il y a des gens de mon village à Mamoudzou. Donc j'ai demandé, déposez-moi à Mamoudzou et je vais voir un d'eux. Voilà. Je suis venu, j'ai demandé un nom, on m'a donné, on m'a envoyé chez lui et voilà, je lui ai trouvé. On vivait ensemble, Avec lui? avec lui. Dans la deuxième partie d'émission, on va parler de ta vie à Mayotte, et bien évidemment, depuis ces 2 ans. Parce que vivre dans l'illégalité, ça ne doit évidemment pas être évident. Bien évidemment, c'est interdit. Et oui. On va en parler. Mais avant, quand tu es arrivé à Mayotte, tu as fait le tour avec les taxis, tu es revenu à Mamoudzou. Tu as appelé ta famille, j'imagine? Tu as pu appeler ta femme, tes enfants? C'est-à-dire au moment où je suis venu Oui. à Mayotte. Oui. Oui, j'ai appelé ma famille pour leur dire que je suis bien arrivé, malgré que, comme je te l'avais dit, mon sac a été renvoyé à Anjouan, a été retourné à Anjouan. Donc je suis venu à Mayotte sans rien, Aucune affaire. sans rien. Tu as récupéré ton sac après? Non, non, ma femme l'a Donc trouvé. le sac, il est reparti jusqu'à Moroni? Jusqu'à Moroni, oui. Ah oui, c'est quand même bien organisé l'histoire. Non, non, ce sont des réseaux, ce sont des agences invisibles. Mais les forces de l'ordre aux Comores qui disent aujourd'hui, et les hommes politiques disent que on lutte contre l'immigration en accord avec la France, on nous laisse entendre qu'il y a une forme de coopération qui se fait là-dessus. Mais apparemment, quand tu me l'expliques, Monsieur Patrick, n'oublie pas que je t'avais dit que ce sont des agences invisibles. enfin, les Kouassa qui partent, ils ne sont pas invisibles, Ibrahim. Laisse-moi te demander, Monsieur Patrick. J'ai parlé des taxis ici à Mayotte qui sont là prévus pour récupérer les gens qui viennent. Est-ce que tu penses que ici à Mayotte, on ne connaît pas ces gens-là? Est-ce que tu penses qu'ici à Mayotte, si jamais la gendarmerie veut savoir où sont ces taxis-là, ils n'arriveraient pas à les savoir? Donc, c'est pour te dire que c'est la même chose là-bas aux Comores. Si les forces de l'ordre n'arrivent pas à attraper ces gens-là, c'est parce que les agents sont invisibles. Oui, donc là, c'est quand même grave ce que tu nous dis, parce que tu nous laisses entendre que on laisse faire. Les gens laissent faire. Que ce soit aux Comores ou à Mayotte. C'est pas parce qu'on laisse faire. Des fois, on essaie de faire, mais on n'arrive pas. Ouais. C'est comme la vie. Tu essaies de gagner ta vie. Des fois, tu arrives, des fois, tu n'arrives pas. On arrive à la fin de cette première partie d'émission. Ça fait 2 ans que tu es à Mayotte. Donc 2 ans que tu n'as pas vu ta femme et tes enfants. Comment ça se passe? Comment tu arrives à faire? Est-ce que tu arrives à leur envoyer de l'argent? Est-ce que tu arrives à discuter quand même avec eux? Comment ça se passe? Oui, la technologie a facilité les moyens de Par se téléphone, parler. par Skype, WhatsApp? Oui, WhatsApp, IMO, tous les réseaux, avec tous ces réseaux, Ouais. oui, on arrive à parler. Et tu arrives à leur envoyer de l'argent? Quelquefois, oui. Comment tu fais pour envoyer de l'argent? Monsieur Patrick, nous les musulmans, nous les Comoriens, aussi les Maorais, nous prions beaucoup à Allah. Parce que notre foi est Allah. Donc avec les Fundis, quand tu as des problèmes, tu les appelles pour prier pour toi. Et c'est à partir de là que j'arrive à gagner quelque chose pour vivre. On va parler de tout ça dans un instant. Comment tu arrives à vivre pendant 2 ans en situation irrégulière?
d'où vient l'argent que tu gagnes, comment tu fais pour l'envoyer, et puis qu'est-ce que tu espères de Mayotte et de la France maintenant. On résume. Ça fait 2 ans que tu es ici à Mayotte en situation irrégulière. Dans la première partie de l'émission, tu nous as expliqué comment tu es venu. Là, j'aimerais savoir comment est ta vie ici à Mayotte pendant 2 ans, alors que tu n'as pas le droit d'être sur ce territoire. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous expliquer comment tu vis? De quoi tu vis? Comme je l'ai déjà dit, M. Patrick, nous les Comoriens, nous les musulmans, les Mahorais aussi, nous sommes élevés avec la foi en Allah. Même si tu es malade, avant d'aller à l'hôpital, tu demandes à Allah. Donc, nous pensons directement, quand on a nos problèmes, nous pensons aux grands fondis, c'est-à-dire aux gens qui ont le Coran dans leur tête. Qui ont la connaissance de la religion et du La Coran. connaissance de la religion et le Coran. Et je fais partie de ces gens-là. Donc tu es un Fundi? Je suis un fondi. Donc, c'est à partir de là que j'arrive à vivre ici à Mayotte. Alors, ok, tu as la connaissance du Coran, Oui. mais comment tu transformes ça en argent? Que tu aies la connaissance, c'est une chose, à un moment donné, il faut que ça se transforme en argent pour envoyer à la famille ou pour manger. Oui, quand tu as besoin de Chidjabou, tu m'appelles dans ta maison, je lis un parcelle du Coran, on prie ensemble, et voilà, si tu as quelque chose, tu me donnes et je m'en vais. Et c'est comme ça que tu vis. Voilà. Et tu arrives à envoyer, à vivre avec cet argent que tu gagnes, c'est-à-dire à manger tous les jours, Oui. et à envoyer de l'argent à ta famille? Oui, j'arrive à manger, j'arrive à nourrir ma famille aussi. Tu envoies par mois combien d'argent à peu près aux Comores? En moyenne? C'est difficile à imaginer. Hein. Bon, disons 200 euros. Par 200 mois. euros par mois? Oui. À peu près. Ouais, à peu près. Et avec 200 euros par mois, aux Comores, ta femme et ton fils arrivent à vivre normalement? Normalement ou pas normalement, en tout cas, ils vivent. Parce que, pour être honnête, 50 euros, ici à Mayotte, c'est rien. Oui. Mais là-bas, aux Comores, c'est quand même quelque chose. Alors 200 euros, évidemment. Alors, ta vie maintenant ici, depuis 2 ans, on l'a dit tout à l'heure, tu es en situation irrégulière ici à Mayotte. Est-ce que quand tu te balades, là on est en train de faire une interview, imagine il y a une voiture de police qui vient, qui t'arrête. Est-ce que tu as peur de ça? Est-ce que quand on vit en situation irrégulière, on a peur au quotidien d'être pris? Oui, on a totalement peur. Et Tous les surtout- jours. Et surtout moi, j'ai peur. Il y a des moments où je peux sortir pour aller à la mosquée, pour aller quelque part, mais ce n'est pas à tout moment, parce qu'on a peur. Donc, des fois, on reste dans la maison durant toute la journée. Quand tu as un signe que la police est aux alentours, là, tu restes enfermé jusqu'à l'après-midi, 16h, 17h, et là, tu peux sortir. Ta maison, tu dis ta maison, en fait, c'est une maison en tôle ou une maison en dur? C'est une maison en tôle. En tôle. Oui. C'est les fameux bangas en tôle Ah oui. que l'on connaît. Oui. J'imagine que quand il y a la saison des pluies, c'est compliqué. C'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a la pluie, il y a l'eau qui entre. Tu sais bien que la terre mahoraise est très fertile. Donc il y a la pluie, l'eau qui peut entrer à l'intérieur des fois. Qui circule dans le banga, Ah oui. dans la case en Oui, tôle, des fois. Quand la pluie est... est forte. Voilà. Ibrahim, est-ce que tu comprends que des gens ne soient pas d'accord avec ce que tu fais? Est-ce que tu comprends que il y a des gens ici à Mayotte qui disent non, il y a trop d'immigration? Monsieur Patrick, ça c'est la vérité. Je te cache rien, c'est la vérité. Il y a... Les Français ont dit trop, c'est trop.
l'immigration est trop ici à Mayotte, alors que le territoire est petit. Mais comment expliquer ça? Monsieur Patrick, je pense que l'État cotise de cela. Les Mahorais nous reçoivent, les Mahorais nous font du bien. Ils vous aident. Oui, ils nous aident. Les Mahorais font tout pour nous aider. Mais si aujourd'hui, il y a une analyse qui dit que l'immigration est très haut ici à Mayotte, moi je pense que l'État cotise. Parce que si, c'est une analyse personnelle, si je regarde la situation, la loi qui est appliquée en France n'est pas la loi qui est appliquée à Mayotte, alors que Mayotte est française. Et si vous avez besoin d'un exemple, je peux vous le donner. Allez-y. Un enfant qui est né à Paris est automatiquement français. Et ce n'est pas le cas à Mayotte. Si l'enfant est né des parents, disons, comoriens, là, il n'est pas français. Qu'est-ce que tu veux nous dire, Ibrahim? Parce que ma question, elle est claire. Ok. Il y a des gens ici, et beaucoup de gens, Yes. qui disent « Stop, il y en a Oui, trop. oui. On a aidé les Comoriens qui venaient à un moment donné, et maintenant il y en a trop. On ne Oui. sait plus où faire, où les mettre, comment faire. Monsieur Patrick, Tu les comprends? j'arrive, oui, j'arrive. J'arrive à votre question. Alors que vous connaissez, vous les Français, vous connaissez que 95% des Comoriens qui sont là, lorsqu'ils trouvent une situation de bouger, ils bougent. Quand tu dis ils bougent, ça veut dire partir Ils vont. ailleurs que Mayotte, c'est-à-dire Oui. aller en Oui, métropole, en oui, France. ils vont en métropole. Ils vont à La Réunion. Ils s'éparpillent partout dans le monde. Ils n'ont pas la volonté de rester à Mayotte. La grande majorité veut partir. La grande majorité aimerait partir. Regardez un autre exemple. Un récépissé de 6 mois. Lorsque tu l'as en France, tu peux voyager. Et ici à Mayotte, tu as une carte de séjour de 1 an, tu ne peux pas voyager, tu es obligé de rester. Là, c'est bien normal quand tu vois que Il y en a beaucoup. on en a beaucoup. Et donc c'est normal que certaines personnes pensent ça. Mais toi tu nous dis, si la France permettait aux cartes de séjour de sortir de Mayotte, Oui, il n'y aurait pas ce problème. il n'aurait pas de... Donc tu nous dis quoi? Que c'est fait exprès? Tu penses que c'est fait exprès? Bon, je sais pas. Tu sais pas. C'est vrai que là on bascule dans le côté politique et qui est peut-être plus compliqué pour toi. Mais en restant sur le fond, quand tu discutes avec des Français originaires donc de Mayotte, des Mahorais, donc des Français, hein, Oui. clairement, comment se passe la discussion? Les gens te disent mais pourquoi tu es là? Pourquoi tu repars pas chez toi? Oh, des fois, ils le disent pour rigoler, Oui. mais ils ont des bons cœurs. Ils nous reçoivent dans leur maison. Quand on n'a rien ou tu le demandes, ils t'aident. Ce sont des musulmans aussi, Ce sont des musulmans. donc des frères. Ils sont des frères. Nous avons le même langage. Donc, il y a pas mal de connexions entre nous et les Français mahorais. Avec ces connexions-là, on arrive à être très proches. Ils nous aident. Certains hommes politiques français, métropolitains, des ministres, n'ont pas hésité à dire à faire le lien entre l'immigration clandestine et la délinquance ici à Mayotte. Pour certains, et notamment pour notre ministre de l'Outre-mer, ils pensent qu'il y a un lien. Quel est ton avis, toi, en tant que clandestin? Oui, c'est pas seulement le ministre. Il y a aussi pas mal de gens ici qui disent que ça a un lien parce que la majorité, ou disons la plupart de ces jeunes-là, sont nés des parents comoriens. Oui. Moi, je ne veux pas dire non. Je ne veux pas dire oui, mais ce sont ces analyses, ce sont leurs analyses. Bon, il n'y a rien à dire. Et toi, en tant que Comorien,
clandestin ici à Mayotte, ton regard sur cette délinquance, est-ce que elle est inéluctable? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? On est obligé d'avoir cette délinquance? Je ne sais pas ce qu'on peut faire ici à Mayotte, mais si c'était là-bas au Comores, Oui. c'est un autre cas, parce que là-bas, ton enfant ne t'appartient pas toi seul. Ton enfant est à moi et à lui et à tout le monde. L'enfant appartient à tous les adultes du village. Oui, oui. Et donc on a la responsabilité. On a la totalité des responsabilités pour cet enfant-là. Donc de tous les enfants du village. Ici, ce n'est pas le cas. Ouais. L'enfant appartient C'est plus à le l'État. cas. Ça a été le cas à une époque. Ça a été l'État à l'époque. Ouais. Maintenant, l'enfant appartient Parents. à l'État. Ah oui. C'est une autre manière de voir les choses. L'enfant appartient à l'État. Donc, ça reste à l'État de voir comment stopper cette délinquance. Tu penses que si l'État français arrivait à stopper l'immigration, je ne sais pas comment, mais imaginons, il y aurait moins de délinquance à Mayotte? Non. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que les délinquants ne viennent pas des Comores. Les délinquants sont nés ici à Mayotte. Donc ils sont toujours là. Donc ils sont... Ah non, ils sont français ou en devenir. Même s'ils ne sont pas français à la naissance, mais ils peuvent le devenir à l'âge de 18 ans. Pourquoi ils ne sont pas français à la naissance? C'est la règle aujourd'hui. Alors qu'ils sont nés Ouais. sur la terre française. Ouais. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Ça fait 2 ans que tu es loin de ta famille. Est-ce que tu as imaginé un jour repartir, retrouver ta femme et tes enfants? Tout le monde aimerait voir sa femme, ses enfants. Et pour l'instant, je pense, je réfléchis et je ne cesse pas à réfléchir comment aller les voir. Parce que si tu vas les voir, il faudra revenir. Pas vraiment. Je peux revenir comme je peux ne pas revenir. Donc aujourd'hui, tu te poses la question si la vie que tu as trouvée ici est vraiment meilleure, aussi bien en tout cas, que celle que tu avais imaginée? Pas vraiment meilleur. Non. Si tu gagnes 1 000 euros par jour, tu aimerais faire à ce que tu gagnes le double. Et c'est comme ça pour tout le monde. Donc si là-bas je gagnais 10 euros par jour et ici je gagne 20 euros, c'est bon, mais ce n'est pas vraiment meilleur. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Vivre à Mayotte ou être chez toi au Comores? J'aimerais être chez moi, comme toi aussi. Tu aimerais être chez toi. C'est ici chez moi. Oui, c'est ici chez toi. Et tu es chez toi. Voilà. Moi aussi, j'aimerais être chez moi. Et si jamais j'avais les moyens, voilà, j'allais. Et si demain tu te fais attraper par la police ou la gendarmerie ou la PAF, le GAO, tu te fais attraper, ils t'amènent au CRA, Maria Galanta, retour à Anjouan, qu'est-ce qui va se passer pour toi? S'il m'amène à Anjouan, je vais retourner à Moroni Donc retrouver ta femme et tes pour enfants? trouver ma famille. Et tu vas vivre comment? Comme avant? Bien sûr, comme avant, je vais cultiver. Oui, voilà. Pour vivre. Est-ce qu'à un moment donné, tu as imaginé faire venir ta famille ici? Non. Pourquoi? C'est tout juste maintenant qu'on parlait de la délinquance. Oui. Avec mes petits-enfants. Quand tu dis petits-enfants, c'est tes enfants en bas âge, petits. C'est pas des petits-enfants, c'est pas t'es pas grand-père. Je ne suis pas grand. Avec mes enfants, Voilà. je vois qu'avec l'environnement, bon, ça ne va pas marcher avec eux. Ah oui. Tu penses qu'il y a trop de délinquance à Mayotte pour faire venir tes propres enfants des Comores? Oui. Comment tu vois l'avenir? Je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais il nous reste 5 minutes. Je voudrais qu'on parle d'avenir, de demain. Comment tu vois l'avenir pour toi à Mayotte, ici? Tu attends quoi de Mayotte? Tu attends quoi de la France? Tous les Comoriens qui sont ici aimeraient avoir une situation régulière, avoir la carte de séjour pour avoir un travail à faire, pour avoir à se nourrir et à nourrir ses familles.
Donc nous attendons de la France de faciliter, d'ouvrir les portes pour que nous puissions avoir la situation régulière qu'on parle. Mais j'entends déjà ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, et on ne peut pas leur donner tort, ils ont probablement raison, qui disent mais c'est pas possible, on ne peut pas accueillir tous les Comores, on ne peut pas accueillir toute l'Afrique, la France ne peut pas accueillir tout le monde, elle peut aider, mais accueillir tout le monde, c'est pas possible. Monsieur Patrick, la France est un grand pays. Oui, mais Qu'on avec... respecte. Laisse-moi parler, Monsieur Patrick. Oui, bien sûr. La France est un grand pays que tout le monde respecte. On la respecte parce que elle respecte les lois, parce que la France se respecte elle-même. Donc, n'oublie pas que la France est en tête pour se combattre, pour que tout un chacun sur terre reçoive ses droits, les droits de l'homme. Donc si nous sommes des clandestins ici, sur la terre française, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas des hommes. Bien sûr. Donc la France doit regarder... C'est quand même bizarre de parler des droits de l'homme, qui est un des fondements de notre République française, et on y tient tous. Alors qu'aux Comores, les droits de l'homme, c'est compliqué là-bas. Est-ce que, selon toi, M. Patrick, la France et les Comores, tu peux les mettre dans un même sac pour une comparaison? Non. Non. Et alors? On ne peut jamais comparer la France et les Comores. Une dernière question, Ibrahim. Est-ce qu'aujourd'hui, les Comoriens qui vivent aux Comores, que ce soit en Jouan, à Mohéli ou en Grande Comore, le peuple regrette le choix qui a été fait de l'indépendance ou pas? Parce qu'on a plusieurs idées qui arrivent ici et on nous dit non, les Comoriens sont très fiers de leur indépendance, mais il y en a plein qui viennent parce que la France, on en avait besoin. D'autres qui disent non, si la France était, on était resté français, on n'aurait pas besoin de venir. C'est quoi la réalité? Comment ça se passe réellement aux Comores? Que pensent les gens? Pas les politiques, le peuple. Le peuple, j'aimerais bien te dire que je ne peux pas savoir ce qui se trouve dans les cœurs de Tours, ce qui se trouve aux Comores maintenant. Je ne peux pas le savoir. En tout cas, on a l'indépendance depuis 1975. Mayotte est restée française. Tout le monde a raison de choisir. Mais toi, au fond de toi, pour conclure, les Comores ont fait le bon choix à l'époque? Aujourd'hui, est-ce que c'est un choix qui est regretté par les Comoriens? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je n'étais pas au monde à ce moment-là. Je ne sais pas s'ils ont fait le bon choix. En tout cas, je remercie Mayotte de rester française parce que à partir de là, nous traversons cette mer-là, même si c'est par risque, pour y parvenir. Le dernier message, j'aimerais que tu l'adresses à la population mahoraise. Les gens qui vivent ici, les Mahorais, les Métros, les Mzungu, les Africains, les Comoriens, ceux qui sont là et qui nous regardent, qui nous écoutent, qui sont là derrière ces caméras. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire aujourd'hui? Toi qui es en situation irrégulière sur leur territoire. J'aimerais bien remercier tous les Français, tous les Mahorais en particulier. J'aimerais bien leur remercier infiniment. Mais j'aimerais bien leur demander aussi de décoder les portes pour que nous puissions être nous aussi en situation régulière. Et ça, tu penses que c'est les Mahorais qui ont la clé de ce code? Ce ne sont pas les Mahorais, ce sont les Français. C'est l'État français qui a la clé. Et toi, c'est ce que tu attends? Que cette clé soit actionnée? Ouais. Merci beaucoup, Ibrahim Mohamed, d'avoir accepté de répondre à nos questions, parfois difficiles, parfois compliquées. Quand on a préparé cette émission il y a quelque temps avec Ibrahim, il y a eu à un moment donné les yeux rouges, il y a eu des larmes. Ça a été compliqué pour préparer cette émission et la faire en toute objectivité et en toute simplicité.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Patrick. Merci d'avoir accepté Merci. notre invitation. Allez, c'est tout pour ce CQFD. Nous, on va se retrouver évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro de CQFD. D'ici là, soyez prudents. Ciao.